bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Paul Biya. Et puis, on va parler un peu de la souffrance. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais et même de non-Camerounais lient la souffrance des Camerounais à Paul Biya. Donc, on va faire un peu une leçon sur la souffrance. Bon, en attendant, j'ai envie de prier Dieu, de prier Jésus, d'invoquer le Saint-Esprit et de demander à mes ancêtres de m'aider dans cette prière, dans cette invocation, afin que Paul Biya reste au pouvoir encore 10 ans, jusqu'à 100 ans. S'il peut avoir ce destin-là, je serai content. Ce n'est pas la personne de Paul Biya qui m'intéresse. Si c'était un autre président qui avait un autre nom, je ferai cette vidéo aussi. Bon, si ce n'est pas Paul Biya, si ça ne marche pas pour Paul Biya, bon, parce que c'est lui le plus vieux pour le moment. Donc, si je dois faire une prière comme ça pour, par exemple, celui de Guinée, Guinée équatoriale, ça risque de prendre encore plus de temps. Parce que Paul Biya, c'est le plus vieux chef d'État en exercice. Donc, c'est plus facile de prier pour lui qu'il atteigne 100 ans au pouvoir. Voilà. Il y en a qui vont vous dire, oh, il a totalement détruit le pays. Il a totalement détruit le pays. Un peu comme si le Cameroun, avant Paul Biya, était les États-Unis. Le Cameroun, avant Paul Biya, ce n'était pas les États-Unis. C'était pas les États-Unis. Je me demande même s'ils ont vu tout ça, ces gens-là. Parfois, je me demande même à qui on a affaire comme s'ils ont vu, ils étaient là. Le Cameroun n'était pas les États-Unis, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni la Chine, ni la Russie, avant la prise du pouvoir de Paul Biya. Le Cameroun n'était pas une grande puissance. Ils viennent vous dire, il a détruit le Cameroun. En quoi a-t-il détruit le Cameroun? Il a mis les Camerounais au travail. C'est ça le but de la souffrance de Paul Biya. Cette souffrance-là, c'était pour mettre les Camerounais au travail. Chaque chose a une logique, a un but. Les Camerounais étaient faibles. Bon, pas à 100%. Mais si Ahidjo était resté au pouvoir, surtout les Camerounais du Sud, vous savez, on fait toujours des divisions nord-sud. Surtout les Camerounais du Sud étaient très paresseux. À la limite, sauf les peuples bamilékés. Voilà qui étaient travailleurs. Mais le reste des Camerounais, non, parce que Ahidjo, il était musulman du Nord. Donc, vous savez, les musulmans, généralement, font toujours du commerce. Voilà. Donc, les populations chrétiennes du Sud étaient très paresseuses. Je dis à l'exception des peuples bamilékés. Donc, si Ahidjo avait continué, les peuples du Sud du Cameroun seraient toujours des paresseux aujourd'hui. Seraient toujours des paresseux. Donc, c'est ça la logique. Ce qu'il y a derrière la souffrance de Paul Biya. Paul Biya a mis au travail tous les Camerounais. C'est pourquoi je prie Dieu, je prie Jésus, j'invoque le Saint-Esprit et je demande à mes ancêtres de m'aider dans cette prière, dans cette invocation, afin que Paul Biya atteigne 100 ans au pouvoir. 100 ans. Moi, je lui donnerai même comme conseil. S'il gagne la prochaine élection en 2025, il change la constitution. Il fait un mandat de 10 ans. Comme ça, il n'aura plus besoin de faire une prochaine élection avant ses 100 ans. S'il peut mourir, s'il peut atteindre 100 ans au pouvoir, je serai bien content. Il sera le seul homme depuis 2000 ans qui a été au pouvoir à 100 ans. Ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais... Enfin, en tout cas, je ne connais pas toute l'histoire de l'humanité. Je ne peux pas avoir cette prétention-là. Je vais m'en tenir à ces 2000 dernières années. Depuis 2000 ans,
il n'y a pas eu un homme qui a été au pouvoir qui a eu 100 ans, qui est resté roi, reine, président, voilà, à l'âge de 100 ans. Ça ne s'est jamais produit. Si ça peut se produire au Cameroun, dans mon pays, je serais bien content. Ça, c'est un destin. Comme vous voyez, un Ricky Singer est mort à 100 ans. Ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Mourir, avoir un tel destin, mourir, être président à 100 ans, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir 100 ans. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, un tel destin. Voilà pourquoi je souhaite cela. Vous savez, même la reine Elisabeth, même, vous savez, ça c'est un record. Même la reine Elisabeth, vous savez pourquoi elle ne voulait pas abdiquer? Parce qu'elle voulait un record. La reine Elisabeth voulait le record. C'est la mort juste qui est venue la prendre. La reine Elisabeth voulait atteindre l'âge de 100 ans au pouvoir comme reine. Elle voulait ça. Mais bon, le destin n'a pas voulu. Et elle voulait dépasser. Vous savez, à l'heure actuelle, l'homme qui a mis le plus de temps au pouvoir, ces 1000 dernières années, c'est un Français. Je pense que c'est le roi, je ne sais pas trop. C'est un roi français, là. Il a fait 76 ans au pouvoir. Celui qui a mis le plus de temps au pouvoir. Je dis le plus de temps. Voilà. Il a fait... Si vous pouvez taper un roi français, vous pouvez taper sur Google, le roi qui a mis le plus de temps au pouvoir. C'est un roi français. C'est un record. C'est un record. Ça augmente le prestige de la France. C'est important. Il a fait, je pense, 76 ou 77 ans au pouvoir. C'est le roi, lui, quelque chose là, je ne sais pas. Ou c'est un lui, c'est lui, quelque chose, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Il a plus de 76 ans au pouvoir. Ah, c'est parce qu'en fait, il est devenu roi, je pense, très jeune. Il devait avoir 16 ans ou 17 ans comme ça. Donc, la reine Elisabeth que vous voyez voulait battre ce record. Si c'était ça ses intentions. C'était ça ses intentions. Vous voyez? Les gens ont des intentions. Les grands pays comme ça veulent battre des records. Et vous, Paul Biya, il a détruit le pays, il a plan. Vous ne comprenez absolument. Je tiens à vous rappeler. Moi que vous voyez, j'étais un très grand contestataire de Paul Biya. Moi, si je devais mourir, c'est depuis les années 90. On était dans l'élection de 92, on était dans la rue. J'étais très jeune. Tous les jours, ma maman pleurait. Elle me dit, mais toi, tu as quel âge pour aller faire de la politique? Si on te tient, tous les jours, allez vous renseigner. On était petits, jeunes, on ne comprenait pas. On partait parce qu'on voyait un opposant qui nous dit de partir, ni John Frundi, avec l'apiro de Mbanga, le chanteur. On partait dans la rue et puis on jetait des pierres, c'est tout. Voilà, on ne comprenait pas grand-chose. On aurait pu prendre une balle là-bas. Tout le temps, ma maman, quand elle revient comme ça, elle dit, il est où? On dit qu'il est parti se manifester là-bas. Quand je reviens le soir, elle ne peut pas aller me chercher parce que dans les manifestations, plein de gens, elle ne peut pas. Donc, elle attend, elle est seulement à la maison et prie. Et, pardon, mon Dieu, fait que mon enfant là revient. Et quand je reviens, elle me tire les oreilles. Elle dit, ah ben c'est toi qui vas chasser Paul Biya avec tes cailloux. Elle prend les cailloux, elle me montre comme ça. Donc, avec ça, tu vas chasser Paul Biya. Si tu prends une balle là-bas, si demain, je reviens du travail, j'entends encore que tu es parti manifester là-bas. Je vais te chicoter bien. Ça entre ici, ça sort ici. Demain, quand on dit manifestation, je cours, je pars. Il y avait des chars comme ça. Donc, vous qui venez me donner des leçons sur Paul Biya, vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né. Moi, je l'ai contesté en 92. J'ai mis ma vie en danger et j'ai même eu des problèmes avec ma maman pour ça. Vous n'êtes pas né. Donc, mais après, j'ai compris son rôle. Quand on comprend son rôle, on se calme. Il faut toujours chercher à comprendre. Pourquoi quelqu'un peut faire 40 ans au pouvoir dans un pays? Pourquoi? Il faut chercher à comprendre ça. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre et ils viennent vous placer là comme ça. Parce qu'ils veulent mettre leurs frères là-bas. Je tiens à vous rappeler, je ne suis pas de son ethnie. Si vous êtes Camerounais, je m'appelle Bambo Ndobo. Allez chercher. Vous allez voir de quelle ethnie je suis. Je ne suis pas de l'ethnie de Paul Biya.
Donc, si vous pensez que je cherche à être je suis de son ennemi, je le soutiens. Non, parce que j'ai compris pourquoi il est là. Il est là pour mettre les Camerounais au travail. C'est ça son rôle, le rôle de la souffrance. Et je pense qu'il a réussi. Il a réussi et il devrait peut-être déjà partir. Mais maintenant, je veux qu'il gagne un record. Je veux qu'il atteigne un record. C'est bien. Au moins dans l'histoire, ça va dans les arcanes, les annales de l'histoire. Le seul homme qui a été président à 100 ans, ça ne s'est jamais produit, ces 2000 dernières années, est un noir, c'est un Camerounais. Je serai content de ce record. Je serai content de ce record. Allons-y. Il y en a qui... Armstrong, il a été le premier homme sur la Lune, à marcher sur la Lune. C'est le prestige des États-Unis. C'est le prestige des États-Unis. C'est un record. C'est le prestige des États-Unis, de sa famille. Sa famille aujourd'hui, quand on voit la famille de... on la respecte. C'est ce que je veux. Vous connaissez Cecil Rhodes. Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'est celui qui a créé le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, etc. Le Britannique. Vous savez où il y a sa tombe aujourd'hui? Sa tombe aujourd'hui. Sa tombe. C'est un lieu touristique. Donc si Paul Biya atteint 100 ans comme président, c'est un exploit. C'est un destin fabuleux. Où quand il va mourir, sa tombe va devenir un lieu touristique. Ça va apporter de l'argent au Cameroun. On aura des lieux touristiques comme ça. Comme vous voyez la Kaaba du prophète Ibrahim chez les musulmans. Ouais. Aujourd'hui, ça apporte de l'argent. À l'Arabie Saoudite, on fait le pèlerinage, tout ça. C'est pour le seul homme depuis 2000 ans qui est resté président, qui a atteint 100 ans comme président. C'est un exploit. C'est un destin fabuleux. Si pour vous, ce n'est rien du tout. Ça, c'est votre compréhension. On n'a pas la même façon de comprendre les choses. Et je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Et je ne cherche pas à vous faire plaisir. Moi, je ne fais pas des vidéos pour plaire à qui que ce soit. Il faut bien comprendre ça. Moi, je ne fais pas de vidéos, des publications pour plaire à quelqu'un ou à qui que ce soit. Ce qui me vient dans ma tête, si j'ai une réflexion, je la fais. C'est tout. Donc, si vous pensez que je suis là pour vous plaire, oh, aujourd'hui, votre truc... Non, vous perdez votre temps. Ne regardez pas cette vidéo, allez regarder la vidéo d'un autre. Allez regarder la vidéo d'un autre. Donc, je ne suis pas là pour chercher à plaire à quelqu'un. Très bien. Donc, c'est ça. Non seulement, ça tombe là, sera un lieu touristique. Vous savez, la tombe de Martin Luther King aux États-Unis, c'est des lieux touristiques. La tombe de Martin Luther King, c'est des lieux touristiques. Ça, vous voyez, du tourisme. Ça pourrait nous rapporter de l'argent. Et puis, ça va devenir un lieu. On cherche des saints. Voilà un saint. Quelqu'un qui a vécu 100 ans et qui a atteint 100 ans et il était président. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas... Et son lieu, sa tombe là, va devenir un lieu de prière. Un lieu de vie. On va aller là-bas le prier pour la longévité. Où on va le prier, on va lui dire, aide-nous à être heureux, de vivre longtemps. C'est pas de vivre longtemps. On cherche des saints. Vous voyez, les Blancs ont tout fait des saints ceci, des saints, nous. Ici, il y a des gens qui viennent, qui ne comprennent pas les choses. Ils ne savent pas. Ils ont un niveau de compréhension. On ne sait même pas quoi. Ils viennent dire qu'il a totalement détruit. On vous a dit que le Cameroun était comme les États-Unis, il a détruit le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais été comme les États-Unis. Le Cameroun n'a jamais été comme il a détruit. Au contraire, sa souffrance est bénéfique. Il a mis les Camerounais au travail. Et les Camerounais aujourd'hui sortent, ils voyagent. Vous connaissez un peuple qui ne voyage pas. Un peuple qui ne... Regardez les Ivoiriens. Quand au football, les Ivoiriens ne voyageaient pas, on ne voyait pas les Ivoiriens dans les pays des autres. Vous savez ce que ça apporte de voyager? Vous savez ce que ça apporte un individu qui voyage? Ça le transforme, ça le change. Quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui n'a pas voyagé, c'est une différence de 1000 points. De 1000 points.
Aujourd'hui, avec la crise ivoirienne, là, Laurent Gbagbo, les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens voyagent. Ils sont dans les pays des autres. Aujourd'hui, ils n'insultent plus les autres parce que avant, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? À rester chez vous. Aujourd'hui, ils ont connu la souffrance. Ils sont sortis de leurs frontières. Ils ont vu les pays des autres. Ça les a transformés. Quand l'Ivoirien la rentre chez lui, l'étranger qu'il trouve là-bas, parfois, il le respecte. Les gens qui ne comprennent absolument rien. Parce que vous voulez mettre votre frère là-bas à la place de Paul Biya. Ou bien vous voulez bien vivre. Vous voulez bien vivre. Oh, j'en viens à la souffrance. Vous voulez bien vivre. Mais non. Mais non. La souffrance, c'est une école. Si vous ne savez pas ça. La souffrance, c'est une école. Une école de sagesse. Souffrance d'un peuple. Souffrance d'un pays. Bon, je peux parler des individus, bon, mais moi je parle un peu plus des pays. Vous savez, la souffrance, elle est importante. Il faut que des peuples parfois souffrent. Il faut que des peuples, des pays parfois souffrent. Parfois, il y a des peuples têtus. Il y a des peuples bouchés. Ils sont bouchés. Il leur faut beaucoup de souffrance pour qu'ils se réveillent. Regardez les Palestiniens, Gaza. Ils souffrent depuis 1948. Regardez la Libye. Parfois, c'est bien de souffrir. C'est quand vous êtes malade, vous sentez que, moi je peux mourir à tout moment là. Hein? C'est là où vous sentez que la vie est belle. Vous avez envie de rester. Vous vous dites, je vais encore faire beaucoup de choses. Vous voyez, c'est comme ça. Parfois. La souffrance nous enseigne. C'est pourquoi je suis en phase avec parfois Paul Biya, le président du Cameroun. Je suis en phase avec lui. Bon, on le critique, il a fait souffrir le pays, il a fait... Il faut parfois des gens qui vous font souffrir. Parce que quand vous ne souffrez pas, vous n'ouvrez pas les yeux. Vous ne vous réveillez pas. Quand vous ne souffrez pas, vous ne vous réveillez pas. Regardez le Nigeria. Regardez en Afrique. Aujourd'hui, les pays qui combattent pour leur liberté sont les pays du Sahel. Les pays enclavés, Centrafrique. Vous voyez? Sont les pays enclavés. Les pays qui n'ont pas de port. Ils ont tellement vécu de dépendance des autres que, mais finalement, ils sont... Regardez. Les pays qui normalement devraient traîner l'Afrique, entraîner l'Afrique, c'est le Nigeria. Regardez le Nigeria, 250 millions d'habitants. Les hommes les plus riches en Afrique sont au Nigeria. Parmi les 10 hommes les plus riches en Afrique, 4 à 5 sont nigérians. 4 à 5 sont nigérians. Parmi les 10 hommes les plus riches d'Afrique. Parmi les 10 femmes les plus riches d'Afrique. Il y a à peu près 4 ou 5 femmes là-bas qui sont du Nigeria. Mais regardez. Le Nigeria n'arrive pas. C'est le Nigeria qui devait faire le travail du Mali. Aujourd'hui, là. C'est le Nigeria qui devait faire le travail du Burkina Faso. Parce que la souffrance. Quand on souffre, la souffrance nous grandit. La souffrance nous grandit. Le fait qu'on ait des ressources limitées. Parce que, regardez, quand vous voyez un pays comme Centrafrique, qui a eu tellement de problèmes, de difficultés, mais après, quand il regarde qu'il n'a même pas de port pour... Il est obligé de se révolter. Regardez, on ne se révolte pas dans les pays qui ont des ports. On ne se révolte pas.
Parce que c'est ça le fait, la richesse. Quand vous êtes riche, même vos enfants, il ne faut pas tout leur donner. Il ne faut pas tout leur donner. Kadhafi a donné tout à ses enfants. Kadhafi a donné tout à sa population. Cette même population est allée chercher la liberté. Cette population a été trompée. Elle est allée chercher la liberté. Kadhafi n'est plus aujourd'hui. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils regrettent, les Libyens. Ils regrettent. Je sais qu'ils regrettent. Si on pouvait faire revenir Kadhafi, ils ne vont plus se révolter. Ils ne vont plus se révolter. C'est aussi un peu de la faute de Kadhafi. Parce qu'ils n'ont pas connu la souffrance. Parce qu'ils avaient tout. Ils avaient tout. C'est maintenant qu'ils vont évaluer le bien qu'ils avaient. C'est pour qu'il ne faut pas tout donner à son peuple. Il faut parfois priver à son peuple de telle ou telle chose. Il ne faut pas tout donner. Regardez comment ce sont des pays du Sahel qui sont en train de tirer l'Afrique vers la liberté. Regardez comment ce sont les pays enclavés. Centrafrique, Burkina, Niger, Mali. Des pays enclavés. Pourquoi ils sont plus intelligents? Le climat joue un très grand rôle. Parce que c'est même le climat qui a fait qu'ils ont gardé leurs cheveux. C'est même le climat qui a fait qu'ils ont gardé leurs cheveux aussi. Ça les a rendus plus intelligents. L'hiver, le fait d'être enclavé, c'est très important. Le fait de connaître la guerre, c'est très important. Le fait de connaître, d'avoir des conditions météorologiques difficiles, c'est très important. L'hiver, c'est l'hiver qui a donné la force à ces gens-là, qui nous maltraitent aujourd'hui. La guerre, regardez Alors commençons par l'hiver. Vous savez, quand il y a l'hiver, après l'hiver, c'est le beau temps, le printemps. Vous vous dites, ah ben tiens, l'hiver prochain va arriver. Qu'est-ce que j'aurai à manger? Donc vous êtes obligé de travailler et amasser ce que vous allez manger pendant l'hiver. Ça vous rend prévoyant, ça vous rend intelligent, ça vous rend travailleur. Voilà, c'est ce qui a sauvé les Occidentaux, les Européens. Ils avaient l'hiver, mais nous, on n'avait pas tout ça. Et on avait tout. On est devenus paresseux. On est devenus paresseux. On avait tout. On avait la forêt, tout, l'eau. On est devenus paresseux. Les conditions climatiques étaient favorables chez nous. L'hiver, c'est très important. Très important. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur l'hiver. Les conditions climatiques, l'hiver, le fait qu'on n'ait pas l'hiver chez nous a été un problème, nous a été défavorable. Ça nous a rendus faibles. Si on avait ne fût-ce qu'un peu d'hiver chez nous, on ne serait pas pareil aujourd'hui. On ne serait pas pareil. L'hiver, la neige là, comme vous voyez, ça nous a manqué. Ça nous a manqué. Ça a été un grand manque pour nous. Ça nous a créé des problèmes. Mais aussi le fait, les guerres. Regardez les Libanais. Ils ont la plus grande diaspora, l'une des plus grandes diasporas au monde. Le Liban a connu des guerres dans les années 70. C'est fini dans les années 80. La guerre. Ils ont souffert. C'est pourquoi vous voyez, ils ne jouent pas. Les Libanais, ils sont sérieux. Parce qu'ils se disent que bon, on peut mourir à tout moment. Donc, tant que tu es en vie, mets ta vie là, mets-la enfin, profite de ta... Mets-la à profit. Voilà, sur quelque chose. Les guerres. Ouais, dans tout ça, il y a la souffrance. Le fait d'être enclavé, un pays enclavé. Regardez, le Mali, le Burkina, le Niger, Centrafrique, se battent parce que ce sont des pays enclavés. Ça les a rendus endurants aussi. L'enclavement,
Ça rend, c'est la souffrance. Vous voyez, dans tout ça, il y a un dénominateur commun, la souffrance. La souffrance. C'est vraiment triste. On a tout, on avait toutes les richesses, on était même assis sur tout. On n'a jamais su qu'on avait des richesses. Jamais. Je dis presque, bon, presque jamais, presque. Presque. Voilà, on avait l'eau, les arbres, tout ça, les mangues, les fruits. Tout était là pour nous. Bon, maintenant, les autres sont venus, les autres qui avaient l'hiver, qui avaient des conditions difficiles. Ils se sont dit, ah ben tiens, ils ont tout chez eux et ils jouent avec. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous tuer pour ça. Regardez la RDC. Les Congolais, ils ont un vaste territoire, ils ne sont pas conscients de leur territoire. Ils ne sont pas conscients de leur territoire. Le Rwanda qui a un petit territoire, vous voyez le Rwanda, encore un pays enclavé. Il dit, ah toi là, tu n'es pas conscient que tu as un vaste territoire. Moi j'ai un petit, j'ai besoin de ça. Et le Rwanda a tué 10 millions de Congolais pour arracher des terres et pour arracher des richesses. Pour le compte d'abord des États-Unis et pour le propre compte du Rwanda, parce que le Rwanda bénéficie aussi de ça. Le Rwanda a arraché 10 millions de Congolais pour le compte des États-Unis et pour le propre compte du Rwanda. Parfois, il faut la souffrance. J'espère que cette souffrance-là va nous civiliser un peu, va nous laver le cerveau. La souffrance du Congo, RDC, ils vont prendre conscience que leur terre, là, que Dieu leur a donnée, il faut qu'ils en prennent soin. Il faut qu'ils en prennent soin. Il faut qu'ils connaissent l'importance. La souffrance, c'est ça. Ça vient nous rappeler l'importance des choses. Vous voyez, quand tu as l'hiver et que tu n'auras pas de quoi manger l'hiver prochain, tu comprends que la petite pomme que tu as aujourd'hui, là, tu prends ça. C'est important. Le petit arbre que tu as aujourd'hui. Et tu gardes, tu économises. Parce que quand l'hiver va venir, c'est ça. La souffrance. La souffrance des individus, j'en ai parlé un peu, les maladies. Vous voyez, c'est pourquoi Paul Biya nous a bien fait souffrir. Les Camerounais ont beaucoup souffert sous Paul Biya. Beaucoup. Beaucoup souffert sous Paul Biya. Mais ça a quand même porté du fruit. C'est nous qui apportons de la nourriture presque au Gabon, en Guinée équatoriale. On nourrit aussi Centrafrique. Vous voyez, même au Tchad, on apporte de la nourriture au Tchad. Tout ça, ça nous a mis au travail. La souffrance. Il est bon qu'un peuple souffre parfois. Il est bon. Je dis parfois pas. Et quand il souffre, il faut qu'il tire des enseignements. Parce que quand il ne tire pas des enseignements, c'est là où c'est grave. C'est-à-dire qu'il vit comme ça, tête en l'air. Donc il faut tirer des enseignements de la souffrance qu'on vit. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi souffrons-nous? Voilà. Parce qu'il y a toujours des enseignements. Il y a une logique à tout. Il y a une logique à tout. Les Palestiniens souffrent. Pourquoi souffrent-ils? Pourquoi? Il y a une logique. Il faut qu'ils cherchent. Pourquoi souffrent-ils? Pourquoi Israël les malmène-t-il tant? Il faut qu'ils trouvent ça. Pourquoi les Occidentaux nous malmènent-ils tant, nous les Africains? Il faut qu'on trouve pourquoi. Pourquoi cette souffrance? Qu'est-ce qu'on a fait de grave? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ou bien qu'est-ce qu'on n'arrive pas à cerner? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Parce que c'est ça le mal, la souffrance. La souffrance, il y a toujours soit c'est une punition, voilà ça la souffrance, soit on nous punit pour un quelconque mal que nous avons fait, ou bien on veut nous dire de prendre conscience d'une situation. C'est ça les deux rôles de la souffrance. La souffrance, c'est on nous punit. Voilà, pour un mal que nous avons fait.
Ouais, c'est comme quand vous tuez, on vous jette en prison. C'est ça, le rôle. Voilà, la souffrance, c'est ça. On vous punit pour quelque chose. Ou bien, on veut vous emmener à prendre conscience d'une réalité. Voilà. Une réalité qu'on n'a pas encore cernée. Voilà, c'est toujours ça, la souffrance. Que ce soit la souffrance des Palestiniens, notre souffrance, la souffrance de tous les autres peuples, c'est parfois une punition ou tout simplement, on veut nous emmener à prendre conscience de quelque chose. Donc, à nous de chercher cela. Est-ce une punition? Est-ce prendre conscience de quelque chose? Quand vous voyez, il y a une rébellion dans un pays, une rébellion, il faut qu'on vous donne des armes. Une rébellion dans votre pays. Un président ne peut pas faire qu'il y ait une rébellion dans son pays. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui veulent enlever Paul Biya. Parce qu'il ne sert plus leurs intérêts à 100%. On peut dire ça comme ça. Il ne sert plus leurs intérêts à 100%. Donc les gens qui veulent... Ce que vous voyez, la crise anglophone là, il y a des États qui sont derrière les rebelles. Et c'est les États-Unis et la France, ces deux pays-là, ce sont eux qui sont derrière Boko Haram. Vous pensez tout ça? Ça on a vu au Mali, les rebelles Touareg. Même les Éthiopiens ont dit ça, avec le Tigré, les Éthiopiens l'ont dit. Les rébellions, on connaît qui est derrière les rébellions. On connaît, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Quand vous voyez, il y a John Garang au Soudan. Qui soutenait John Garang pour diviser le Soudan? Ce sont les États-Unis qui l'ont fait. C'est connu aujourd'hui. C'est connu. Quand vous voyez, il y a une rébellion dans un pays. Une rébellion. Le plus souvent, ce sont les Occidentaux qui sont derrière la rébellion. Le plus souvent. Ça voudrait dire que le président, là, ils veulent le menacer. Peut-être qu'il ne sert plus leurs intérêts à 100%. Il ne sert plus leurs intérêts. Peut-être qu'il sert à 40%, 50%, mais il ne le fait plus à 100%. Donc, ils le menacent. Ils veulent le faire tomber. Ou bien ils veulent diviser le pays, c'est tout, pour enlever le pétrole. Parce que le pétrole du Cameroun se trouve dans les régions anglophones. Comme on a fait ça, on a vu ça au Soudan. Non, il y a vraiment, sauf que je ne sais même pas d'où sortent certaines personnes. Vraiment. Ça s'est passé au Soudan. On a vécu la même situation au Soudan. Le pétrole du Soudan se trouvait au Sud-Soudan. Et c'est ce pétrole-là que Omar el-Béchi utilisait pour faire son travail, on va dire ça comme ça. Les États-Unis ont armé les Sud-Soudanais. Les Sud-Soudanais. Bon, encore que, bon, peut-être que ça se justifiait parce que les Arabes noirs menaçaient les Sud-Soudanais qui sont majoritairement chrétiens. C'est de leur faute aussi, c'est de la faute d'Omar el-Béchi. Parce que les Sud-Soudanais ne sont pas arabes. Ce sont des noirs. Bon, Omar el-Béchi sont des noirs, sont des arabes noirs. Mais les Sud-Soudanais là ne sont pas arabes noirs. Ce sont des noirs d'autres ethnies. Donc, on les menaçait. Comme vous voyez ce qui se passe au Darfour aujourd'hui. Donc, mais bon, comme les États-Unis avaient déjà un problème contre Omar el-Béchi, il était contre la politique des États-Unis. Donc, ils ont profité de cette occasion. Ils ont profité de cette occasion pour armer les Sud-Soudanais. Et puis voilà, on lui a arraché le pétrole. Et bien, comme il n'avait plus de pétrole, et bien voilà, ça succombe. C'est ce qu'ils veulent faire au Cameroun. C'est ce qu'ils veulent faire au Cameroun avec Paul Biya. Parce que le pétrole se trouve chez les anglophones. Et c'est ce pétrole-là que Paul Biya utilise, l'argent du pétrole, pour soutenir son armée, pour faire progresser l'armée du Cameroun. Donc, on veut diviser le Cameroun, comme ça, on va lui enlever le pétrole. Et si ça ne va pas, il va tomber. Il va tomber. Écoute, vous avez déjà suivi les gens, les anglophones, là, ils vous ont dit qu'ils vont faire partie du franc CFA. Les anglophones qui font la rébellion, est-ce qu'ils vous ont déjà dit, ils vous ont pas dit qu'ils vont faire tomber le franc CFA? Comment tu veux faire une rébellion et tu dis qu'on va diviser, mais la première, quand on te parle du franc CFA, tu dis on va garder le franc CFA. Comment? Ça veut dire qu'ils sont de mèche avec ces gens-là. Que s'il y a une rébellion, les anglophones souffrent au Cameroun, tous les Camerounais souffrent, il n'y a pas que les anglophones qui souffrent. Au Cameroun, tout le monde souffre. Les francophones souffrent, les anglophones souffrent, les musulmans souffrent, les chrétiens souffrent. Nous souffrons tous. Tout le monde souffre au Cameroun. Même les gens de l'ethnie de Paul Biya, certains d'entre eux souffrent. Certains d'entre eux souffrent. Ils viendront vous dire non, il fait souffrir les anglophones. Les anglophones, non, il y a quelqu'un derrière eux pour juste diviser le Cameroun, c'est tout. Comme les Boko Haram au nord, il y a des gens qui veulent diviser le nord pour dire, bon, les musulmans, créez votre État au nord, c'est tout.
Mais si, ça ne se justifie, c'est même que pour la souffrance. Tout le monde souffre au Cameroun. Tout le monde souffre au Cameroun. Vous n'avez pas entendu? On a tué des gens tout à l'heure à l'ouest. Des gens qui partaient au marché à 4 heures du matin. Des gens qui, vous pensez que s'ils ne souffrent pas, ils vont partir au marché à 4 heures du matin. Des gens partent au marché, travailler, chercher de l'argent. Ils se lèvent à 4 heures du matin pour partir au marché. S'ils ne souffraient pas, vous pensez qu'ils peuvent faire ça? Si c'est des gens qui vivaient bien, ils vont dormir jusqu'à 9 heures et puis se lever. Non, c'est parce qu'ils souffrent. Ils se disent que peut-être en allant plus tôt, les premiers clients, je vais faire ma recette. Ça, c'est pas, c'est signe de souffrance. Tout le monde souffre au Cameroun. Je viens de vous dire du n'importe. Allez vous en prendre à Paul Biya. Si vous voulez allez l'enlever. Allez l'enlever. Si vous voulez montrer votre force, ne venez pas vous en prendre à moi. Si vous êtes fort, si vous êtes garçon, comme disent les Ivoiriens, allez attraper Paul Biya. Allez l'attraper. Ils ne sont pas capables d'aller attraper Paul Biya. Ils viennent répondre. Ou bien faites votre chaîne. C'est simple. Si vous détestez tellement Paul Biya, faites votre chaîne, vous répondez là-bas. Aussi, tout le monde vous voit. Tout le monde vous voit. Il y a beaucoup de gens là qui font des chaînes contre Paul Biya, qui l'insultent, les Rémi Ngono, etc. Il y en a qui sont même, qui sont Patrice Noma, qui sont aux États-Unis. Faites comme eux. Ne venez pas dans ma chaîne parce que je fais une publication, vous en profitez. Non, faites, c'est gratuit. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, c'est gratuit. On ne paye pas pour faire ça. Faites votre chaîne. Insultez Paul Biya comme vous voulez. Dites-lui tout le mal qu'il a fait. Ne venez pas sur les chaînes des autres et déverser votre colère sur Paul Biya. Faites pour vous, on va vous voir. Ayez aussi le courage que nous avons. Nous aussi, on a le courage nous sommes en danger. Vous pensez que nos vies ne sont pas en danger. On a peur, nous aussi. Des gens nous menacent. Donc vous êtes des faiblards, des peureux. Vous n'êtes pas capable de faire une vidéo comme ça, montrer et critiquer Paul Biya. Vous n'en êtes pas capable, vous avez peur. Si vous ne voulez pas, faites des vidéos, demandez-lui de partir. Et vous venez, c'est moi qui dois, c'est moi qui dois dire à Paul Biya de partir. Je vous ai dit que je l'ai fait en 92. En 92, je l'ai fait. Mais j'ai compris le sens de son travail. J'ai compris le sens de son travail. Tous les peuples doivent passer par la souffrance. Je vous ai déjà fait un petit cours de souffrance. Je pense que je ne vais pas, trop insister sur ça. Ça va? Si ma vidéo ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Vous êtes libre. Faites votre YouTube, faites votre Facebook, faites votre TikTok, faites votre... Et vous parlez. Vous dénoncez Paul Biya. Si ça ne va pas, allez prendre les armes. Comme les anglophones là, allez prendre les armes comme Boko Haram, vous tirez, vous allez à Yaoundé enlever Paul Biya. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ne venez pas vous en prendre à moi. Il est là-bas à Yaoundé. Allez l'enlever là-bas. C'est lui que vous devez aller enlever, pas moi. Si vous m'enlevez, vous me faites n'importe, vous m'éliminez, vous faites. Ça change. Paul Biya sera toujours là-bas. Vous avez perdu votre temps. Si vous êtes garçon pour parler comme les Ivoiriens, prenez les armes, allez à Yaoundé enlever Paul Biya. On verra. Voilà. Bon, voilà, je pense que je vais m'en tenir là. Je prie encore Dieu, Jésus-Christ. J'invoque le Saint-Esprit et je demande à mes ancêtres de m'aider dans cette prière, dans cette invocation, à donner longue vie à Paul Biya. Qu'il atteigne 100 ans comme président du Cameroun, si c'est possible, vraiment. Amen. Comme ça, le Cameroun aura battu un record. Le Cameroun aura battu un record. Ça pourrait nous apporter du tourisme et de la vénération. Sa tombe deviendra un lieu de prière. Vous entendez en France, Lourdes, la grotte de ceci, cela, les gens vont prier là-bas, les gens payent beaucoup d'argent pour aller prier chez les autres, les grottes, etc. Ils vont se... Pensez que c'est quoi ça? Paul Biya qui meurt au pouvoir à 100 ans, c'est presque un saint. On ira prier sur sa tombe pour qu'on ait longue vie, qu'on demande à Dieu de nous donner un pareil destin, qu'on vive longtemps. Gens qui ne comprennent pas grand-chose. Et je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Et je ne fais pas de vidéo pour vous plaire. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin.
Il y a des millions de vidéos sur YouTube. De millions de vidéos. Vous pouvez aller les regarder. Ne venez pas regarder la mienne. Je ne vous ai pas demandé de regarder la mienne. Je l'ai faite, j'ai mis sur YouTube, c'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous passez votre chemin. On n'a pas la même façon de comprendre les choses. On n'a pas la même façon de voir le monde. Et je vous ai dit que Paul Biya, moi, je l'ai combattu dans les années 90. Dans les années 90. Mais quand j'ai compris son rôle, pourquoi il est là, j'ai cessé de le combattre. Ces 40 ans qu'il a passé au pouvoir, c'était pour mettre les Camerounais au travail. Et il a presque réussi. Ces 40 ans de souffrance, et il a réussi. Même les Hébreux ont passé 400 ans en esclavage. Ils ont passé 40 ans dans le désert pour y manger la manne. Même la Bible nous apprend ça. Même la Bible nous apprend ça. Ça les a forgés. Ça les a forgés. La souffrance forge. Voilà les Occidentaux, très intelligents, très malins, très tout. Ils ont connu l'hiver. Ils ont passé des moments difficiles. Ça forge le caractère. Vous êtes là, vous voulez tout. Qu'on vous donne tout. Vous voulez tout avoir, tout facilement. Et bien voilà où nous en sommes en Afrique. Voilà où nous en sommes, des paresseux. Ce sont les autres qui sont presque venus nous dire qu'on avait des richesses dans notre sous-sol. Presque. Je n'ai pas dit que tout. Ce sont eux qui sont venus presque nous apprendre ça. Presque. Voilà. Parce que les gens veulent toujours la facilité, la moindre souffrance, ils se braquent. La moindre souffrance, il faut que le président parte. La moindre souffrance, il faut que le président parte. Ils ne cherchent même pas à comprendre le sens de la souffrance. Le sens de la souffrance. Cherchez à comprendre le sens de la souffrance d'abord. Voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.